yes! Yes, yes, yes! Enfin, on a notre finale tant attendue entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en finale d'un grand chelem. C'est enfin quoi, c'est un énorme kiff. On va profiter parce que on va en parler dans cette vidéo. Je pense qu'on peut avoir là un des plus grands matchs de l'histoire. Et je pèse mes mots. Je pense que là, les deux joueurs arrivent et nous ont montré qu'ils sont à leur meilleur niveau. Très clairement. Alors, je vais vous donner mon avis sur ce match et sur cette finale. Bouge pas, on commence tout de suite. Ouais, je suis heureux. Je suis heureux. Dans 24 heures, on va vivre l'histoire. On va vivre l'histoire parce que il faut savoir que pour l'instant, ces deux gars-là, en finale de Grand Chelem, n'ont jamais perdu. Voilà. 3 finales de Grand Chelem pour Sinner, 3 victoires. 4 finales de Grand Chelem pour Alcaraz, 4 victoires. C'est fou. Mais c'est vrai qu'ils ne s'étaient jamais affrontés en finale de Grand Chelem. Et ça, pour leur rivalité, un petit peu pour le tennis, ça manquait. C'est vrai qu'ils se sont affrontés 11 fois, on en avait reparlé dans les dernières vidéos. Enfin, ils s'étaient affrontés en finale d'un Master 1000, Carlos Alcaraz en était sorti, comme sur les 4 derniers affrontements. Est-ce que là, en finale de Grand Chelem, en finale de Roland Garros, les cartes sont rebattues? Déjà, j'ai envie de dire que oui. Parce que quand on voit leur affrontement l'année passée à Roland Garros en demi-finale, on voyait bien qu'il y avait un côté... pas surnaturel, mais c'était quelque chose de très spécial de s'affronter en Grand Chelem comme ça en 5-7. Les deux joueurs avaient ressenti du stress, des crampes. C'est quelque chose, une atmosphère très particulière de jouer pour un majeur. On a vu Carlos Alcaraz l'année passée face à Zverev en finale. C'était compliqué d'aborder l'événement, puis finalement il s'en est sorti. Mais là, on a les deux meilleurs joueurs du monde depuis un bon bout de temps. Et je vais prendre ce tweet de Benjol qui nous dit « Je comprends pas tous les superlatifs utilisés sur Sinner en mode il est intouchable alors que si on compare avec Carlos, 4 grands chelems, Sinner 3, Carlos 7 Master 1000, Sinner 4. Dans le head-to-head, alors c'est pas 8-5 mais c'est 7-4. Et après, il y a toute cette histoire de dopage qui revient beaucoup. On va mettre un petit mot. Voilà, moi, je rappelle juste un fait dans cette vidéo. C'est juste le fait, c'est pas moi ou autre. C'est Sinner a été condamné pour négligence et pas pour dopage. Sinner a été condamné pour avoir négligé ce qui s'était passé sur son corps, mais que la dose retrouvée dans son corps de dopage ne l'avait pas aidé dans ses performances. Voilà, on clôt le débat. C'était juste, j'en profite de son tweet qui montre la supériorité de Carlos dans les titres, mais surtout ce petit truc au niveau du dopage qui revient très souvent sur Sinner. Ça va, on a compris. Il y a un moment où les faits sont là. Après, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais Jannik Sinner, il n'a pas été suspendu pour dopage. Et ça, c'est ce que je voulais rajouter avant de parler du jeu, parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est le jeu. Carlos Alcaraz 2003, Jannik Sinner 2001. Évidemment que tous les superlatifs utilisés sur Sinner sont légitimes et sont mérités. Mais il ne faut pas oublier d'employer les mêmes pour Carlos Alcaraz. Et ça, c'est hyper important de le dire, parce que Carlos Alcaraz, ce qu'il fait en ayant 1 an et demi de moins, allez 2 ans, on va prendre les années, 2 ans de moins que Jannik Sinner, bah c'est tout aussi stratosphérique. Maintenant, pourquoi on emploie des termes, et je pense que je fais aussi partie de ces gars-là qui depuis un petit bout de temps utilisent des superlatifs assez fous envers Sinner, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans, en fait Jannik Sinner est rentré dans une telle dimension que c'est hyper dur de ne pas le classer au-dessus de Carlos Alcaraz. Mais ça n'enlève rien à ce qu'est Carlos Alcaraz, qui lui aussi est un monstre à part entière. Et demain, sincèrement, pour moi, c'est du 50-50. Donc, voilà, je trouvais ce tweet hyper intéressant pour pouvoir parler justement de ce cas-là et rappeler que Carlos Alcaraz, jusqu'à preuve du contraire, est devant Jannik Sinner, que ce soit en palmarès ou dans les affrontements entre les deux. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on rappelle aussi les monstres que ce sont. Ils ont réussi à se qualifier pour la finale d'au moins 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Ils sont en activité. On a Sabalenka déjà chez les filles, c'est la seule. Et puis on a Sinner et Alcaraz qui sont déjà là. Déjà là. C'est stratosphérique. Ensuite, on a Djokovic, Wawrinka, Cilic, Zverev. Zverev étant le seul à ne jamais avoir remporté le tournoi du Grand Chelem. C'était un petit rappel. Sinner, pour rappel, c'est, comme je l'ai dit, 3 finales de Grand Chelem, 3 victoires. Elles sont là. Et depuis 2024, pareil, c'est son ère, c'est son époque. Ça va être
terrible. Et Carlos Alcaraz, pareil, c'est son ère, c'est son époque. Ils vont être deux à tout prendre, à tout rafler. Ça va être dramatique pour les autres. Ils ont intérêt à se réveiller très rapidement. Sauf que, on regarde. Depuis l'US Open, il y a eu cette défaite face à VDZ, cette défaite face à Novak Djokovic, et aujourd'hui, est-ce qu'il va réussir à repartir en remportant Roland Garros? C'est un petit peu l'inconnu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur deux joueurs qui sont extrêmement clutch, deux joueurs qui sont capables de jouer leur meilleur niveau, et c'est pour ça, avant que je vous donne mon avis sur le tennis, on va regarder leur parcours. Je trouve que le parcours, alors, c'est un peu trompeur parce que Sinner a joué Djokovic, mais je trouve que globalement, le parcours d'Alcaraz est quand même plus dur que celui de Yannick Sinner. Marozan aurait pu être un tour piège. Dzumhur finalement l'a été un petit peu. Ben Shelton était un poil à gratter. Tommy Paul avant le match, ça pouvait être un match piège. Musetti était le meilleur joueur annoncé. On avait l'inconnu Djokovic qui fait qu'aujourd'hui, sur le parcours, c'était le joueur à éviter. Mais je pense que voilà, Carlos Alcaraz a eu un parcours un petit peu plus compliqué que celui de Yannick Sinner. Yannick Sinner a noté qu'il n'a perdu aucun set dans ce tournoi et que Carlos Alcaraz, lui, en a déjà laissé 1, 2, 3 et 4. Il a passé un peu plus de temps sur le court. Mais sincèrement, quand on arrive en finale de Grand Chelem pour jouer son meilleur rival, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fatigue. Maintenant, les clés de cette partie pour moi. On va avoir deux joueurs très clairement qui sont capables de jouer leur meilleur tennis. On peut assister à une finale d'anthologie. Je pense qu'on peut carrément assister à une finale digne des plus grands matchs de l'histoire de ce sport. Un peu comme un Roger Rafa ou un Nolé Rafa, que ce soit le 2008 à Wimbledon ou le Nolé Rafa stratosphérique à l'Open d'Australie. Je pense qu'on peut être clairement dans ces eaux-là. Il n'y a rien qui peut me prouver le contraire. On est sur deux joueurs qui arrivent au sommet. On est sur une rivalité dingue, on est sur la première finale de Grand Chelem entre les deux, donc il y a aussi une part d'inconnu sur ce format-là, à ce moment-là du tournoi. Maintenant, si on parle tennis, évidemment que ce qu'on a vu de Carlos Alcaraz face à Yannick Sinner en finale de Rome donne envie d'aller du côté de l'Espagnol, tant son deuxième set a prouvé qu'il était capable de maîtriser le match. Maintenant, ce qu'on a vu dans ce tournoi de Roland Garros rebat un peu les cartes pour moi, très clairement. Je pense que Sinner a montré que durant tout ce tournoi, il était sur un niveau stratosphérique, que son match face à Djokovic, il n'y a pas beaucoup de mecs qui n'auraient pas perdu de set dans l'histoire du tennis face à ce Djokovic-là. Donc ça, c'est à noter. Maintenant, comme d'habitude, il va falloir voir quelle va être la dynamique des deux joueurs au niveau du service. Parce que si on prend le pourcentage de première balle, que ce soit d'Alcaraz ici, 58%, ici 80%, c'est plus le même joueur. Vous voyez, donc entre deux matchs, on n'a pas du tout les mêmes jeux de service. Pareil, Sinner face à Djokovic, il s'en sort en remportant 3-7 en ayant seulement 51% de service, de premier service. Là seulement 62, c'est déjà un peu mieux. Ici 62. À aucun moment, Yannick Sinner a explosé son pourcentage, sauf face à Richard Gasquet. Et il manque le match face à Rinderknecht. Pareil, il manquait un match pour Carlos au premier tour. Mais voilà, ça va être déjà la clé, le pourcentage de premier service pour ne pas être exposé sur les deuxièmes balles. Alors déjà, la première balle, elle va avoir une importance primordiale pour avoir des points gratuits et pour avoir un coup à jouer simple derrière sa première balle. Mais surtout, pourquoi la première balle a une importance clé, surtout dans ce match-up où les deux deviennent des relanceurs hors pair. Parce que Yannick Sinner devient un excellent relanceur et dans ce Roland Garros, je trouve qu'il a fait des progrès énormes, notamment avec sa nouvelle position. C'est qu'en fait, si tu ne passes pas ta première, tu t'exposes derrière ta deuxième. Et forcément, au moment où tu t'exposes, tu commences à subir le jeu. On est sur deux attaquants extraordinaires, deux joueurs qui sont capables de prendre la balle très tôt, qui sont capables de rentrer dans le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui va être déterminant. Il y a un coup qui est sous-coté dans les deux joueurs et qui crée une incertitude certaine, c'est la volée liftée. Parce qu'on a effectivement Carlos Alcaraz qui est un bien meilleur volleyeur que Yannick Sinner, mais les deux joueurs sont capables de volleyer un petit peu partout dans le terrain, notamment avec ce coup qui est sous-utilisé et sous-coté dans le tennis, c'est la volée liftée. Et ça permet de venir oppresser l'adversaire. J'ai plusieurs exemples, notamment hier quand Yannick Sinner sauve une première balle de break face à Novak Djokovic, une première balle de break ou de set, je sais plus à quel moment, il le fait avec une excellente volée liftée en étant au milieu du terrain, chose qui est extrêmement dure à faire. Carlos Alcaraz maîtrise parfaitement ce coup-là aussi, et je pense que ça va partir aussi du retour et cette capacité qu'ils ont à se jeter dans le terrain pour enlever du temps et empêcher leur adversaire de dominer les échanges.
Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, va être la clé centrale, le pourcentage de premier service pour pouvoir enlever du temps derrière à son adversaire. C'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont constamment relancer dans le terrain ou est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont aussi relancer loin derrière leur ligne de fond de cours? On a vu que les deux joueurs, de temps en temps, aiment bien varier. Parfois décrocher derrière la ligne de fond de cours, parfois rentrer dans le terrain. Je pense que ça va être important de varier. Yannick Sinner a manqué de variation dans sa finale à Rome face à Alcaraz, alors que lui, Alcaraz, a varié les deux et a créé beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer, je pense, pour l'Italien, s'il veut se laisser une chance. Évidemment, le deuxième point central de ce match, c'est la capacité de Yannick Sinner à gérer le changement de trajectoire de Carlos Alcaraz. Parce que Carlos Alcaraz l'a bien compris, il l'a très bien fait dans ce deuxième set face à Yannick Sinner en finale de Rome. Je pense qu'il est très important pour lui de ne pas subir les gros lifts de Carlos Alcaraz, les gros changements de direction, et pas forcément fait en vitesse, mais on l'a vu qu'il était pris dans les contre-pieds, dans les cours croisés. Je pense que ça va être à lui d'essayer de frapper très fort dans l'axe pour ne pas donner d'angle à Carlos Alcaraz parce que Carlos Alcaraz se déplace mieux que Yannick Sinner sur cette surface. Carlos Alcaraz gère mieux les trajectoires que Yannick Sinner sur cette surface. Il gère mieux les changements de trajectoire, les amortit aussi. Donc je pense que Yannick Sinner a tout intérêt à amener une filière et une cadence hyper intense à Carlos Alcaraz et forcément sans donner trop d'angle. Parce qu'à partir du moment où tu joues fort au milieu, Carlos Alcaraz va être acculé derrière sa ligne de fond de cours et ne pourra pas dicter les échanges comme il aura envie de le faire. Et je pense qu'à ce jeu-là, même si Carlos Alcaraz est un excellent joueur de ping-pong au tennis, évidemment, dans cette filière-là, Yannick Sinner est meilleur, même sur terre battue. Carlos Alcaraz n'a aucun intérêt à jouer en cadence, en rythme, même s'il est capable de le faire. Je pense que sur la longueur, ce serait se casser les dents sur le mur qu'est devenu Yannick Sinner aujourd'hui. Donc ça va être un point central aussi, c'est comment Yannick Sinner va aborder cette finale. Est-ce qu'il va rentrer dans la filière terre battue que va lui imposer Carlos Alcaraz, ou est-ce que Yannick Sinner va être capable de prendre les échanges à son compte, de frapper très fort, de tenir des trajectoires très tendues, j'ai envie de dire, pour enlever du temps à Carlos Alcaraz. Deuxième point essentiel pour moi. Et puis évidemment, c'est la tolérance à l'échange des deux joueurs. Est-ce que physiquement, un des deux joueurs va exploser? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment, j'ai envie de dire, pas de déchets chez l'un pour satisfaire l'autre, mais à partir du moment où il va y avoir des échanges qui vont s'engager, lequel va partir à la faute le plus rapidement possible? Ça, c'est une inconnue pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément la réponse. Je ne sais pas si Carlos Alcaraz, lui, sera capable de tenir la cadence imposée par Yannick Sinner, mais je ne sais pas aussi, à contrario, si Yannick Sinner sera capable de tenir la cadence en termes de variation que va lui imposer Carlos Alcaraz. Et moi, je suis curieux de voir ce match où il y a énormément d'inconnus. Chacun en connaît, les deux joueurs, chacun va vouloir imposer son jeu. Évidemment que le plus gros point central, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, entre le service et le retour. Tout va partir de là. Mais à partir de ce moment-là, on sait qu'il y a une part d'inconnu, il y a des choses qui sortent c'est de l'irrationnel, carrément. On est dans une finale de Grand Chelem, il y a des émotions, il y a un scénario qui va se dérouler, et puis à partir de là, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus. On a beau faire toutes les analyses possibles, à partir du moment où il y a cet inconnu final de Grand Chelem, on rentre dans quelque chose de paranormal, et là, il va falloir très bien gérer ces moments-là. Pourquoi je pense que ces deux joueurs savent très bien gérer ces moments-là? Parce que techniquement, ils ont des techniques fiables, ils ont confiance en leur technique, et je pense qu'il n'y aura pas de baisse forcément de régime chez les deux joueurs, et c'est pourquoi je vois une finale extraordinaire en 5-7 avec un 50-50 entre les deux. Maintenant, si je devais donner un léger favori, parce que ça a été mon prono depuis le début, avant Roland-Garros, et mon intime conviction depuis un bon bout de temps, je dirais Yannick Sinner. Mais franchement, il n'y a aucun favori qui se détache pour moi. C'est seulement mon avis. C'est juste que j'ai l'impression que Sinner va remporter Roland-Garros depuis un bon bout de temps. Et ce match face à Novak Djokovic renforce un tout petit peu cette croyance. Mais voilà, je serais hyper heureux de voir l'un ou l'autre remporter ce tournoi parce que c'est Roland-Garros, on a les deux meilleurs joueurs du monde. Sinner, ce serait son premier, Carlos, ce serait son deuxième. C'est deux joueurs extraordinaires dans des filières différentes. Il faut profiter, messieurs, dames, on va vivre quelque chose de complètement dingue, j'en suis certain. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour soutenir la chaîne. On fera évidemment le débrief de cette finale juste après. Si c'est pas déjà fait non plus, lâche ton meilleur like
Et nous, on se retrouve très bientôt.